Il arrive parfois sur l'autoroute qu'un véritable géant passe devant toi, un tombereau d'une taille telle qu'on a instinctivement envie de s'arrêter pour l'observer de plus près. Il arrive aussi de voir d'énormes éléments de ces machines transportés sur des remorques spéciales à plateau surbaissé. L'échelle impressionne n'importe qui, car ces engins sont conçus exclusivement pour fonctionner dans des conditions d'extraction extrêmes. Et une question s'impose alors inévitablement. Pourquoi les camions miniers sont-ils construits à des dimensions aussi colossales ? Pourquoi ne pas se contenter de camions ordinaires ? Et surtout, comment ces machines monstrueuses sont-elles organisées de l'intérieur ? Aujourd'hui, je vais expliquer ce qui se cache derrière leurs proportions irréelles et quel processus anime ces géants. Installe-toi confortablement, la suite vaut vraiment le détour. Commençons par l'aspect le plus évident, leur dimension. Plus la benne d'un tombereau est grande, plus il peut transporter de minerais en un seul trajet. Cela réduit fortement le nombre d'allers-retours, rend l'exploitation plus efficace et permet d'économiser du carburant ramené à chaque tonne transportée. Un camion minier moyen est capable d'acheminer environ 350 tonnes de matériaux en un seul cycle, une performance totalement inaccessible pour des véhicules routiers classiques. Mais ce n'est pas la seule raison. Dans les mines à ciel ouvert, on utilise également des machines de chargement gigantesques, excavatrices hydrauliques, chargeuses frontales, pelles minières de grande capacité. Très souvent, ce sont précisément ces engins qui dictent les dimensions des tombereaux, car sans cette adéquation, le travail conjoint deviendrait tout simplement impossible. On obtient ainsi des machines dont les proportions paraissent presque irréelles. Ces géants pourraient écraser une voiture de tourisme avec la même facilité qu'un jouet, puisque leur masse à vide approche les 360 tonnes. C'est à cette échelle que travaille le Belaz 6500-710, l'un des plus grands tombereaux miniers au monde. Ses dimensions sont saisissantes, environ 8 mètres de haut pour près de 20 mètres de long. La machine est si massive qu'un adulte peut passer sous son châssis sans même avoir à se baisser. À première vue, on pourrait croire que plus un engin est grand, plus son entretien devient complexe. Mais dans le cas du 6500-710, c'est précisément l'inverse. La conception est pensée de telle manière que la majorité des points de prélèvement, des filtres et des zones de maintenance se trouvent au niveau du sol, tandis que le compartiment moteur ressemble à un véritable couloir technique. À l'intérieur, des passages sont prévus pour permettre aux mécaniciens d'intervenir directement sur les éléments, presque comme s'ils travaillaient dans un local fermé. C'est un aspect crucial pour une machine appelée à fonctionner quasiment sans interruption dans des conditions de carrière extrêmement sévères. Le prix moyen d'un tel tombereau se situe autour de 10 millions de dollars, ce qui en fait non pas un simple véhicule, mais un véritable actif d'investissement pour les sociétés minières. Montons maintenant dans la cabine. Pour y accéder, il faut gravir de hautes échelles en respectant strictement la règle des 3 points d'appui. Une fois en haut, une vue spectaculaire s'ouvre sur l'ensemble de la carrière. L'opérateur domine l'environnement et peut observer ce qui se passe à des dizaines de mètres à la ronde. Mais même à cette hauteur, les angles morts existent. C'est pourquoi le Belaz est équipé de caméras disposées à plusieurs endroits stratégiques, afin de couvrir intégralement les zones dangereuses inévitables avec une machine de plus de 8 mètres de haut et près de 10 mètres de large. Passons au cœur de l'engin, le système de propulsion. Le Belaz 61-610 est doté de 2 moteurs diesel MTU, chacun développant environ 2300 chevaux. La puissance cumulée dépasse ainsi les 4600 chevaux. Pour saisir l'échelle, il suffit d'observer ces blocs eux-mêmes. Ce sont des moteurs de 60 litres, équipés de leur propre système de refroidissement et de suralimentation. Ils n'entraînent pas directement les roues. Chaque moteur actionne un générateur, lequel alimente ensuite des moteurs électriques intégrés dans les moyeux des roues. Cette transmission électromécanique fournit un couple colossal à basse vitesse et permet au tombereau d'avancer avec assurance, même à pleine charge. Mais cette puissance a un prix, la consommation. Les réservoirs de carburant d'un volume total d'environ 5600 litres assurent une certaine autonomie, mais en charge maximale, la consommation peut atteindre 450 à 500 litres de diesel par heure. Oui, le chiffre est impressionnant, mais il correspond au travail accompli, déplacer jusqu'à 450 tonnes de roches à chaque rotation. Pour que la maintenance ne s'interrompe pas, les mines utilisent des ravitailleurs spécialisés,
de véritables stations mobiles qui ne se contentent pas de remplir le diesel, mais assurent aussi la lubrification des organes, l'appoint des fluides hydrauliques et d'autres opérations directement sur le terrain. Le Bélaz n'a que 8 roues, mais chacune mesure près de 4 mètres de haut et pèse environ 5,5 tonnes. Ce qui frappe, c'est que ces 8 points d'appui supportent toute la masse de la machine, environ 360 tonnes à vide et jusqu'à 810 tonnes à pleine charge. Chaque pneu coûte des dizaines de milliers de dollars, et le prix total d'un jeu complet peut atteindre 300 000 $ selon le fabricant et le type de sculpture. Le secret d'un tel coût, c'est que la fabrication de ces pneus tient de l'orfèvrerie. Les mélanges de caoutchouc brut sont d'abord réduits en granulés, puis laminés en nappes multicouches. Et là commence la partie la plus difficile. Les ouvriers enroulent ces couches à la main sur un moule en construisant progressivement l'ossature du futur pneu. Aucun adhésif n'est nécessaire, le caoutchouc frais adhère de lui-même. Enfin, l'ébauche part dans un immense autoclave de moulage, où la pression et la température lui donnent sa forme définitive et sa résistance. Ce n'est qu'après cela que le pneu est prêt à travailler dans l'un des environnements les plus durs de la planète. Mais une autre question se pose. Comment change-t-on de telles roues en cas de problème ? À la main, un monstre pareil est impossible à soulever. Pour lever un Bélaz et d'autres tombereaux miniers Svertia-Joly, on n'utilise pas des crics ordinaires, mais des systèmes de levage hydraulique industriels conçus pour des centaines de tonnes. Et pour remplacer une roue, il existe des engins spéciaux équipés de puissantes pinces hydrauliques. Ils saisissent la roue en 2 points et la maintiennent si fermement que l'opération devient non seulement beaucoup plus rapide, mais aussi plus sûre, en éliminant le risque mortel de basculement ou de chute du pneu. Cependant, tout ne se déroule pas toujours sans accroc dans une mine. L'un des problèmes fréquents reste le patinage. Voici un exemple typique. Les roues d'un Bélaz perdent leur adhérence à cause de l'argile humide ou d'un sol meuble. Pour améliorer la motricité et la fiabilité, certains tombereaux sont équipés de tapis métalliques à chaîne installés directement sur les pneus. Ils permettent à la roue de mieux accrocher les surfaces instables, réduisent l'usure de la bande de roulement et offrent une protection supplémentaire contre les dommages sur les zones rocheuses. Mais le danger le plus sérieux lié aux roues des engins miniers n'est pas tant l'éclatement classique d'un pneu que l'arrachement de l'anneau de verrouillage de la jante. S'il se libère sous la pression de l'air, la vitesse et la force de projection sont suffisantes pour percer les parois d'un hangar ou tuer instantanément un homme. Le système de suspension. Lorsqu'un géant comme le Bélaz 65710 se déplace sur un terrain accidenté, une question s'impose. Comment une machine pesant des centaines de tonnes évite-t-elle de se balancer au point de perdre sa stabilité ? Le secret réside dans sa suspension. Elle repose sur 4 énormes jambes hydropneumatiques remplies d'azote et de fluide hydraulique, 2 à l'avant et 2 sous la partie arrière du châssis. Le Bélaz utilise une suspension hydropneumatique où l'azote joue le rôle d'élément élastique, tandis que l'amortissement des oscillations est assuré par le liquide hydraulique. En roulant sur un sol irrégulier, le gaz à l'intérieur des vérins se comprime et absorbe l'essentiel du choc, tandis que l'huile, en circulant à travers des clapets, crée une résistance qui amortit les mouvements. Grâce à cela, un colosse de plusieurs centaines de tonnes reste stable, ne pique pas du nez sur les bosses et conserve le contact avec le sol, même à pleine charge. Cette architecture se révèle nettement plus fiable et durable que des ressorts classiques, qui ne supporteraient tout simplement pas de telles contraintes sur une machine de ce gabarit. Son entretien est d'ailleurs relativement limité. Il se résume surtout au contrôle de la pression d'azote et de l'état des circuits hydrauliques. Transport et assemblage. Mais une autre question se pose. Comment livre-t-on de telles machines gigantesques jusqu'à leur lieu de travail ? Le Bélaz 65710 ne circule presque jamais par ses propres moyens sur les routes ouvertes au public. Ses dimensions et sa masse ne le permettent tout simplement pas. D'une part, la consommation de carburant serait exorbitante, et d'autre part, l'asphalte sous les roues d'une machine pesant des centaines de tonnes se déformerait littéralement, détruisant la chaussée. C'est pourquoi ce tombereau est livré sur site démonté ou partiellement assemblé. Les modules principaux, la benne, le châssis, la cabine, les moyeux de roues et les éléments de suspension sont transportés sur des remorques multi-essieux ou des plateformes modulaires lourdes conçues pour supporter des charges de plusieurs centaines de tonnes. Une fois sur place, dans la mine, l'assemblage commence. Le châssis est installé sur des supports spéciaux,
Puis viennent les essieux, les jambes hydrauliques, le groupe motopropulseur et la benne. Chaque opération est réalisée avec une précision quasi chirurgicale à l'aide de grues puissantes et de systèmes de levage, car même des composants pris individuellement peuvent peser plusieurs dizaines de tonnes. Après l'assemblage, la machine subit une phase de calibration, des tests complets de tous les systèmes, et ce n'est qu'ensuite qu'elle est autorisée à autorer en exploitation. Lorsqu'on compare la taille d'un être humain à celle de la benne du Bell AZ-65 Axo 110, on prend pleinement conscience du caractère colossal de cette machine. D'ailleurs, la benne elle-même n'est pas une pièce monobloc. Elle est constituée de plusieurs plaques métalliques massives soudées pour former une structure monolithique. Le moment de son installation sur le châssis est l'une des étapes les plus critiques. Tous les orifices et points de fixation doivent coïncider parfaitement afin que l'axe de verrouillage s'insère sans la moindre contrainte. Une fois en place, il est encore ajusté par des frappes contrôlées. Ensuite, un boulon de sécurité est installé pour éviter que les vibrations de la machine, pesant plusieurs centaines de tonnes, n'expulsent l'axe vers l'extérieur. Après cela, le fonctionnement des vérins hydrauliques de levage est vérifié et le géant est alors prêt à travailler à pleine capacité. Fait intéressant, le système hydraulique du Bellaz est capable de faire circuler environ 100 litres d'huile par minute, ce qui permet de lever et d'abaisser une benne entièrement chargée en seulement quelques dizaines de secondes, un paramètre essentiel pour maintenir une cadence élevée dans les conditions exigeantes d'une exploitation minière. Mais un aspect encore plus fascinant concerne la chaîne de traction électrique des tombereaux miniers. Le Bellaz ne possède pas de transmission mécanique classique, pas de boîte de vitesse, pas d'arbre de transmission, pas de différentiel traditionnel. Une boîte mécanique ne résisterait tout simplement pas à de telles charges. Ici, on utilise une architecture électromécanique. 2 moteurs diesel entraînent de puissants générateurs qui alimentent ensuite des moteurs électriques intégrés directement dans les moyeux des roues. Avant que l'énergie n'arrive aux moteurs roues, elle passe par des réducteurs planétaires. Ce sont eux qui abaissent le régime de rotation tout en multipliant fortement le couple. Cette solution offre une traction phénoménale dès le démarrage, permettant au camion de gravir des pentes même à pleine charge. Autre avantage, moins de composants mécaniques, donc moins de pannes, une maintenance simplifiée et des temps d'arrêt réduits. Le système électromécanique du Bellaz 70507-10 impose toutefois des exigences très élevées en matière de refroidissement. C'est pourquoi la partie arrière du châssis est équipée de larges ouvertures de ventilation et de conduits d'air. L'air chaud y est évacué depuis les radiateurs des générateurs, des onduleurs et de l'électronique des moteurs roues. Sans ce dispositif, les équipements surchaufferaient presque instantanément sous charge. Et maintenant, regardons vers l'avenir. Partout dans le monde, des tombereaux autonomes sont déjà en cours de déploiement. Ils sont guidés par la navigation satellite, des lidars et des radars, tandis que l'opérateur se trouve à distance dans un centre de contrôle. Certaines entreprises testent même des véhicules entièrement autonomes sans cabine. Par exemple, le concept Komatsu, piloté à distance, bénéficie d'une répartition des masses plus homogène, puisqu'il n'est plus nécessaire d'intégrer une cabine ni toute l'infrastructure destinée à l'opérateur. D'autres pistes sont également explorées. Dans certains sites miniers, on expérimente des tombereaux entièrement électriques, où les moteurs diesel sont remplacés par des batteries. Ils sont plus silencieux et plus respectueux de l'environnement, mais restent pour l'instant limités par leur autonomie et par les contraintes de recharge. Et maintenant, la question finale, aimerais-tu un jour piloter un tel géant, assis dans une cabine perchée à l'équivalent de 3 étages de hauteur ?